Gabon Media Time. Aujourd'hui, nous recevons Cyrus Mba, ancien chauffeur de Taxi Gab, un projet censé sortir les jeunes de la précarité, mais la réalité est relativement tout autre pour lui. Pourquoi son contrat a-t-il été rompu? Que dénonce-t-il aujourd'hui? Il nous livre son parcours sans détour. Cyrus Mba, d'abord, comment avez-vous rejoint le projet Taxi Gab? Déjà bonjour et merci pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer via vos antennes aujourd'hui. Comment j'ai rejoint le projet Taxi Gab? Je me suis fait inscrire au PNPE comme tout jeune Gabonais voulant sortir de la précarité pour pouvoir être une personne autonome et s'assumer un peu financièrement. Donc j'ai suivi la procédure légale et normale, le PNPE, et voilà quoi. Et cela vous a motivé au départ? Au départ, oui. Très motivé même. Alors, quel a été votre parcours au sein de la société, au sein de ce projet? Bon, déjà à Taxi Gab, lorsqu'on a eu à signer les contrats, nous étions tous dans la joie. C'était un moment exceptionnel. On se disait que ouais, on va partir d'un point zéro pour au moins commencer à compter à partir de 1, 2, des échelons dans la vie. Donc on a eu à signer des contrats qui nous engageaient sur un projet, mais j'avoue que plusieurs d'entre nous, nous n'avons pas pris nécessairement connaissance du contenu du contrat à l'instant T. Parce que le lendemain matin à 6 h, il fallait être à la base 01 pour l'acquisition des véhicules. Donc séance tenante, honnêtement, je vous le dis, d'aucuns diront peut-être qu'on a été un peu naïf, j'avoue, parce qu'on a signé sans vraiment connaître le contenu du contrat, déjà par les délais, parce qu'on n'a pas eu le temps de rentrer à la maison, de prendre la peine de lire et de prendre connaissance du contenu. Donc c'était un peu par rapport à ça, à la maison, de prendre la peine de lire et de prendre connaissance du contenu. Donc c'était un peu par rapport à ça. Après, le parcours à Taxi Gab, bien évidemment que lorsqu'on a eu à acquérir les véhicules, le travail a commencé normalement comme tout le monde. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Taxi Gab, les chauffeurs ne sont pas des machines. On ne peut pas travailler de lundi à lundi. Au début, oui, tout va bien, la voiture elle est nouvelle, on a le goût de travailler parce qu'on sort du chômage, mais après ça pèse sur les personnes. Nous allons aborder la désillusion. Vous partez dans ce projet avec plein d'espoir et à un moment donné, vous êtes désillusionné et survient la rupture du contrat. Que s'est-il passé pour que votre contrat soit court? Alors, la désillusion arrive à partir du moment où, comme je voulais vous dire, c'est... Déjà, il faudrait comprendre une chose d'abord à la base, c'est que le projet, à la base, est dit être un projet social. Et les chauffeurs de Taxi Gab prennent beaucoup sur eux. Parce qu'à Taxi Gab, vous allez constater que vous êtes malade, vous apportez des documents. Je vais arriver sur mon volet. Que vous êtes malade, que vous apportez des documents, Taxi Gab, ce qui les intéresse, c'est leur argent. Nous sommes tous africains. On a des cérémonies, on a des décès, il faudrait qu'on assiste. Le papier est légal, par exemple, pour un décès, c'est l'acte de décès. Vous apportez, vous déposez à la direction. Taxi Gab, ce qui les intéresse en retour, c'est leur argent. À Taxi Gab, il n'y a qu'une seule fosse à la base technique. À la base, nous étions 400 véhicules. Vous arrivez à 8 h, 9 h pour une vidange, vous sortez de là 15 h, 14 h 30, 15 h, 16 h parfois. Mais Taxi Gab prend en compte cette journée, vous devez payer ces 20 000 là. Il est dit dans le contrat à Taxi Gab que le promoteur remettra le véhicule au bénéficiaire avec les accessoires du véhicule, notamment extincteur, trousse pour trousse de premier secours, cale métallique et autres. Mais il n'en est rien. Les chauffeurs de Taxi Gab n'ont jamais fait un tapage pour ça. La trousse médicale qui est censée nous revenir dans le véhicule gratuitement, on nous la vend à la direction à 55 000 francs. Vous allez faire le tour des TG, 80-90% des TG ont refusé d'acheter cette trousse à l'heure où je vous parle. Mais elle est en vente à la direction à 55 000. Les TG ont pris ça sur eux, les TG ne sont jamais pleins. Les TG... Qu'est-ce que vous appelez TG?
TaxiGab, chauffeur TaxiGab, c'est l'abréviation, c'est comme ça qu'on s'appelle. D'accord. Les TG ont versé une caution à TaxiGab de 1 100 000. 100 000 francs pour la carte de chauffeur. Jusqu'à l'heure où je vous parle, les chauffeurs n'ont jamais bénéficié de cette carte-là. Où sont passés les 100 000 francs? Où sont passées les cartes? Les chauffeurs ont pris ça sur eux. Les plaquettes de frein, pour ceux qui ont eu la grâce qu'on puisse changer leur plaquette de frein, au bout de 3, 4, 5 jours, vous appuyez sur le frein siffle. La jante devient noire. Il y va de la sécurité du chauffeur et des passagers. Les chauffeurs TaxiGab prennent ça sur eux. Alors, comment se fait-il que lorsqu'un chauffeur, avec tous ces éléments que j'essaye de mettre sur la table, lorsqu'un chauffeur a des retards de paiement, il faut acculer le chauffeur. Il faut faire pression sur le chauffeur parce que ce qui incombe juste à TaxiGab, c'est l'argent. Regardez par vous-même. Quand on parle d'un projet social, à TaxiGab, lorsque vous avez un retard de paiement, ou lorsque vous êtes par exemple déplacé ou bien que vous étiez malade, parce que vous deviez payer ces jours-là, on vous dit que vous deviez verser 40 000 francs par jour, au lieu de 20 000 pour TaxiGab et 20 000 que vous payez pour vos retards, donc 40 000 francs par jour. Le chauffeur de taxi travaille combien? Ce n'est pas un super chauffeur, ce n'est pas tout le monde qui fait 80 000, 70 000 par jour. S'il a fait 55 000 par exemple en moyenne, et qu'il verse 40 000 à TaxiGab, parce que là, il faut que tu te tues, il faut que tu travailles sérieusement, il faut que tu te casses le dos. Parce que c'est un métier qui demande beaucoup au niveau de la colonne vertébrale. Tu vas verser 40 000 francs à TaxiGab, tu restes avec 15 000. La voiture, tu dois remettre le carburant, le plein demain matin. Tu as une famille que tu dois laisser quelque chose. Comment le chauffeur va s'en sortir? Est-ce que ce n'est pas mettre le chauffeur dos au mur? Donc, la succession de ces choses-là, quand le chauffeur n'honore pas, ça fait en sorte que les retards ne font que s'accumuler. Vous voyez un peu? Or, on est sur un projet qui est allé sur 2 ans. Personne ne va fuir. Il est clair qu'il y a des échéances à respecter. Le chauffeur a des abonnés qui, lorsqu'ils peuvent payer, le chauffeur se retrouve avec quelque chose de conséquent, peut aller faire des versements, peut aller payer à TaxiGab. Mais pourquoi mettre le chauffeur dos au mur? Donc, en ce qui me concerne, comme je vous disais, je me suis déplacé, je suis parti en province pour les décès. Lorsque je suis arrivé, j'avais un reliquat, j'avoue, avec TaxiGab. Donc, quand j'arrive, M. Hissène me dit qu'il faut que je verse 40 000 francs par jour. Qui est M. Hissène? M. Hissène, c'est le directeur général adjoint de TaxiGab, directeur administratif et financier. Donc, il cumule ces deux fonctions-là. Directeur général adjoint et directeur administratif. Donc, c'est le DGA et le DAF en même temps. C'est la seule personne, c'est M. Hissène. Il me dit, je dois verser 40 000 francs par jour. Ne voulant pas des problèmes, parce que c'est mon gagne-pain, je lui dis, ok, j'ai fait ça 1 fois, 2 fois. Mais je me suis rendu compte que ça pesait sur moi, que je ne pouvais pas m'en sortir en faisant ça. Donc, ce qu'il était mieux qu'on s'accorde. Je continue à travailler tranquillement mes versements et je vais payer lorsque mes abonnés, par exemple, me paieront. Puisqu'on est sur un projet, je vais trouver comment les voies et moyens pour payer TaxiGab leur dette. Mais il s'avère que je tombe malade. Quand je tombe malade, et je tombe malade après la réunion, on a des réunions chaque samedi à la direction technique. Je tombe de palu, je fais une crise de palu en présence de plusieurs collègues TaxiGab, plusieurs collègues chauffeurs TG. J'arrive au SAMU social, je me fais consulter par un médecin, il voit mon état, il se rend compte avec son œil d'expert que ça ne va pas, on perfuse, et il me faut notamment des prises de sang et autres. Donc dans l'immédiat, il me dit, il me fait une ordonnance et il m'accorde un repos, un arrêt maladie de 3 jours. J'ai un collègue qui vient chez moi, il voit mon état physique, il se rend compte que non, effectivement, ça ne va pas. Je lui dis, voici l'arrêt maladie que j'ai reçu à l'hôpital. S'il te plaît, dépose-moi ça d'abord à la direction. Mais entre-temps, j'ai envoyé ma compagne à la direction. Je reçois un coup de fil de M. David, qui est censé être le substitut de M. Hissène. Il me confie mon téléphone qu'il a reçu ma compagne et le collègue vient prendre mon document d'arrêt maladie à la maison. Donc, je me dis quand même que j'ai essayé de suivre la procédure normale, vu mon état, parce que je ne suis pas bien. Donc, le 8 avril, je suis parti à Bangos pour récupérer mes médicaments traditionnels et faire mon bain de vapeur. Mon cousin est venu me prendre, il était 18h30, 19h. J'ai laissé la voiture parquée à la maison. Quand je rentre à 21h30, 22h, le parking est vide. La voiture n'est pas là. Ils sont passés derrière moi, venir récupérer le véhicule. Bon, séance tenante, je me mets à paniquer. Quand je prends mon téléphone, je constate qu'il y a un numéro, un seul appel en absence. Donc quand je relance sur le numéro, je tombe sur M. Houssine, celui qui ramasse les véhicules un peu partout.
Je lui dis, il me dit, on est venu chez toi récupérer la voiture. J'ai dit, vous venez prendre la voiture chez moi, je ne suis pas là. Figurez-vous par exemple que j'étais malhonnête et que je vous dise que j'avais une forte somme d'argent dans la voiture. On devait être, oh non, c'est pas nous, il faut gérer ça avec M. Hussein, allez-y voir M. Hussein. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, le cœur se calme, le matin, je me lève, je tire le corps, je vais voir M. Hussein. Voici les réalités. Quand je vais voir M. Hussein, M. Hussein me fait savoir que j'ai une dette de quasiment 700 000, 680 000 francs, 700 000. J'ai dit à M. Hussein, comment ça? J'ai dit, M. Hussein, moi je sors de maladie. Tout ce que j'ai eu à faire étant malade, ou même quand je suis parti au village, j'apportais des documents légaux ici. M. Hussein ne veut rien savoir. J'ai dit, mais attendez, M. Hussein, de quoi s'agit-il? Je dis, bon, dans tous les cas, vous dites que je vous dois, il faut qu'on s'accorde. Calculons mes arrêts maladie, mon séjour, puisque vous avez ces documents-là. Ce qu'il reste, j'ai ma caution. De toutes les façons, il faudrait qu'on puisse s'accorder. Vous ne pouvez pas me dire que je vous dois 700 000 francs. Pendant ce temps, moi, je sais que j'étais malade. Les documents de l'hôpital le prouvent. Et il y a plusieurs collègues qui connaissent, qui étaient au courant de mon état. Et vous me dites, je vous dois quasiment 700 000 francs. Il me dit, j'ai décidé de te sortir du projet. Je lui dis, comment je peux trouver un tel montant, sachant dans quel état j'étais, dans quel état je sors? Il me dit, de toutes les façons, moi, j'ai décidé de te sortir du projet. J'ai essayé de lui demander de faire preuve de clémence. Mais il me dit, je te donne 24 heures. Si tu n'apportes pas les 700 000, je te sors du projet. Quand le directeur arrive, quelques temps plus tard, par l'intermédiaire d'un collègue, parce que je n'avais pas le numéro du directeur, il me met en contact avec le directeur. Donc quand le directeur, aussi j'ai discuté avec le directeur commence directement à me mettre la pression, à me mettre dos au mur, à m'acculer. Je lui dis, mais bon, je n'ai pas le temps de m'expliquer. Comment se fait-il que ta dette, tu dois déjà quasiment 900 000? J'ai dit, ah, monsieur le directeur, depuis le 9 avril, je ne suis pas en possession du véhicule. Donc vous, la voiture est avec vous et vous n'avez pas bloqué le compteur. Vous continuez à compter les jours sur le véhicule. Entre-temps, si j'ai eu des difficultés à trouver 600 000, c'est 900 000 que je vais trouver, sachant très bien que moi je souhaite à ce qu'on s'accorde, qu'on puisse trouver une solution. Donc la voiture est avec vous depuis le 9, et pendant ce temps, vous continuez à compter les jours. Comment ça peut se faire? Oh non, de toutes les façons, je t'attends demain à 10h30 avec mon bureau. Si tu ne viens pas avec l'argent, je résilie ton contrat, je donne la voiture à quelqu'un d'autre. Ça fait 2 préméditations. Je me pose la question de savoir ce qui se passe. Connaissant quand même le directeur et la façon il a toujours été qu'il est avec nous, je me suis dit, sûrement il a reçu un rapport de ses collaborateurs. Je vais laisser un peu le temps de se calmer et je vais faire encore une dernière approche. Je retourne vers le directeur quelques jours, on va dire peut-être une semaine plus tard. Je lui dis, monsieur le directeur, on était à la réunion à la base technique. Monsieur le directeur, finalement, à quel niveau de ma situation je loue? Je n'ai pas encore payé la maison d'autrui. Il me dit, séance tenante, tu peux réunir combien? Je lui dis, monsieur le directeur, là dans l'immédiat, je ne travaille pas, ça fait 1 mois. Je ne peux pas trouver un tel montant. Si je cogne à gauche, à droite, parce que c'est ça le problème. Mettre des chauffeurs dans des situations où on ira s'endetter et c'est pour se retrouver dans les problèmes. J'ai dit, si j'essaye, je peux trouver 300 000, je vous apporte. Il me dit, c'est bad. Ça veut dire que c'est insuffisant. Il me dit, ça tombe bien, tu voulais parler avec Hussein. Allons, on va voir Hussein. C'est comme ça que je me retrouve dans le bureau d'Hussein en présence du directeur et d'un TG qui m'accompagne. Monsieur Hussein se braque encore sur ses positions. Il me répète la même chose. Il me dit, de toutes les façons, ils ont reçu des instructions de leur hiérarchie. Je suis en larmes. C'est comme ça qu'ils apportent les documents de résiliation du contrat. Il me met la pression. Il me dit, si tu signes avec ce document, j'avoue que c'est là où j'étais carrément naïf, il me dit, si tu signes, je verrai dans quelle mesure, avec ce document, comment je pourrais éventuellement t'aider. C'est comme ça que j'impose la signature. Je leur laisse même tous les documents. J'étais en larmes, j'étais sous pression, j'étais déboussolé. Je me suis demandé, mais dans quoi je me retrouve, dans quoi je suis? C'est comme ça que je me lève, je sors, je pars. La question ici est celle de savoir, Taxi Gab, quand c'est les chauffeurs, on prend sur nous. Je vous ai énuméré un certain nombre d'éléments. Mais quand c'est la direction, ils nous brandissent que des menaces de retirer, pour nous arracher les véhicules. C'est des menaces, c'est nous la pression de l'argent. Finalement, sommes-nous dans un projet social ou est-ce que nous sommes dans du business? L'objectif du président, c'était de sortir des Gabonais de la précarité, pas de renvoyer les Gabonais au chômage. Qu'est-ce qui vous a alors le plus déçu dans cette expérience? Ce qui m'a le plus déçu, c'est-à-dire que
il y a un manque de vérité. Il y a un manque de vérité parce que tout ce qui se fait au sein des taxigab, l'opinion n'est pas au courant. Il n'y a que ceux qui sont en interne à taxigab qui savent ce qui se passe. On miroite à l'opinion une autre version des faits. On envoie des chauffeurs, on va dire, avec beaucoup plus d'affinité sous la houlette de la direction dans les médias publics, à la radio, aller raconter des contre-vérités qui ne sont pas vraies. Donc il y a un manque de vérité totale dans cette affaire des taxigab. Selon vous, pourquoi autant de chauffeurs se retrouvent en difficulté? C'est comme je vous disais tantôt, les chauffeurs se retrouvent en difficulté parce que les gens découvrent le métier du transport. Il ne suffit pas juste de démarrer un véhicule un matin et puis se mettre au volet puis commencer à tourner dans la ville, c'est faire du transport. Non, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte au fait. Aujourd'hui, vous décidez de prendre la parole publiquement. Pourquoi avez-vous décidé de médiatiser votre cas? Parce que j'ai tenté toutes les approches nécessaires avec M. Hussein. M. Hussein a toujours refusé de dialoguer. Je me suis, avant même de rentrer en contact avec le directeur, j'ai tenté au moins 4 ou 5 fois de rencontrer M. Hussein et M. Hussein a toujours refusé. Pour lui, il fallait impérativement nous sortir du projet. C'est tout, enfin à la limite, c'est tout ce que M. Hussein voulait. Est-ce que d'autres chauffeurs sont dans la même situation que vous? Ah bien sûr, il y a même qui sont même pires. Pour revenir à ma question, le message que vous souhaitez passer aux Gabonais et aux autorités. D'accord. Je voulais déjà remercier le président de la République, déjà pour l'initiative et la pensée qui était la sienne de vouloir sortir les Gabonais de la précarité, parce que je pense que c'est l'un de ces combats les plus rudes et les plus durs. Donc lorsque le président arrive à apporter, ne fût-ce que une petite solution déjà à ce problème et qu'il y a des gens qui veulent torpiller ça pour envoyer les Gabonais au chômage, je me dis à partir de cet instant qu'il y a un problème. Je viens de dire ici, je suis un jeune Gabonais. Dans la vie, on se sert de certaines expériences. On se sert de certaines expériences pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, j'attire l'attention du président de la République, qui est la première autorité de ce pays, notamment du ministre des Transports, de jeter un regard au niveau de la direction des taxigab. Aujourd'hui, je me retrouve lésé. Merci Sirius Mba d'avoir partagé votre histoire. Nous espérons que votre témoignage permettra d'ouvrir le débat sur ce projet ambitieux mais controversé. Merci encore. C'est moi qui